Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Notre Tasse de Tech, édition aérienne, parce qu'il y a beaucoup de questions de sans fil et d'ondes et de choses qui se captent dans les airs. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Pascal qui est en édition Swarovski, je vois ça là, Pascal. J'espère que ça va bien et que ça rayonne pas trop dans ton coin. Oui, ben c'est mon nouveau look. J'ai décidé d'être comme les rappeurs avec des bijoux clinquants. Je voulais pas me faire des grills sur les dents. Mais ceux qui nous regardent sur YouTube peuvent voir que en ce moment, j'ai un écouteur avec des cristaux Swarovski, rien de moins. Vos écouteurs de Motorola, on vous en parle dans nos critiques de produits à la fin. Mais avant, on a une émission chargée, comme tu le dis, aérienne. Chargée, mais aérienne de téléphone. On va parler de téléphonie. Téléphonie par satellite, téléphone minimaliste offert chez TELUS. On va parler de Cogeco qui lance son sans-fil à la maison. On va parler de cuisine de précision. On va parler de nouvelles télé-Roku. On va parler de nouveautés Pixel, de Chrome OS, d'Android, d'intelligence artificielle. Fallait que je le mentionne. Surprise! On va parler d'intelligence artificielle, on va parler de Commodore. Ça va chercher de la nostalgie chez moi. Et on va parler aussi de disques durs. Le disque dur, oui, parce que ça existe encore, ces choses qui nous permettent de faire tout le reste, essentiellement. C'est important de le rappeler, effectivement. On salue nos partenaires qui nous permettent de faire cette balado dans le confort de, tu sais, l'électricité, la climatisation, les lumières, l'Internet, la nourriture, la pyramide de Maslow de base, là, n'est-ce pas? Plan Hub et TELUS. Plan Hub qui peut vous aider si vous planifiez des vacances qui ne cessent de ne pas arriver. Là, j'ai hâte aux miennes, d'ailleurs. Peut vous aider à trouver peut-être une eSIM ou un forfait pas cher, incluant de l'itinérance si vous sortez du pays. Effectivement. Parce qu'on parle tout de suite d'une nouvelle de TELUS qui m'a surpris à partir du 17 juillet, donc à partir d'aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, les téléphones Lightphone sont offerts chez TELUS avec des forfaits. Donc directement de chez Lightphone, on peut commander un téléphone avec un forfait TELUS, forfait qui est à partir de $40. C'est pas le forfait le plus grand, qui contient 10 gigs de données et 10 000 minutes. Avant, tu avais illimité de données et d'appels. Dans ces 10 000 minutes, il faudrait que tu parles longtemps pour avoir 10 minutes. Est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui abusent? Pourquoi? C'est ce qu'on se demande, en fait. J'avoue que je suis un peu curieux, mais on peut se procurer les téléphones Lightphone. C'est des téléphones minimalistes. Le Lightphone 3 que j'ai dans la main en ce moment, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, je l'aime beaucoup. Ceux qui veulent un téléphone extrêmement minimaliste vont être contents parce qu'on peut pas installer d'application. On peut juste téléphoner. On a une minuterie, on a la possibilité de partager la connexion du téléphone. Donc ça permettrait d'utiliser un téléphone avec plus de possibilités ou une tablette ou un laptop avec la connexion. On a une alarme et c'est pas mal tout. On peut mettre de la musique dedans. Il n'y a pas de service de musique par téléchargement. Ça m'embête beaucoup. Il n'y a pas d'application de service, d'application pour déverrouiller sa domotique, pour déverrouiller un Bixi, pour commander un Uber. Il n'y a pas ces options-là. Fait que faites attention si vous voulez des fonctions, là. Mais si vous voulez un beau téléphone minimaliste qui fait qu'appeler, qui est moderne, qui a un affichage OLED noir et blanc, super joli, les Lightphones sont en vente chez TELUS. Jetez un coup d'œil là-dessus. Ça m'intrigue beaucoup. Je pense qu'il y a un courant d'intérêt et d'engouement pour retrouver sa capacité de se concentrer et d'attention avec les téléphones minimalistes. Précisons que ces téléphones-là ne sont pas plus autorisés en classe que les autres. Ben, c'est ça. Donc, on peut pas, parce qu'en même temps, ce serait difficile, parce que tu peux déverrouiller ce téléphone-là. Je considère le faire d'abord. Pas pour être plus distrait par mon téléphone, au contraire, mais juste pour avoir des fonctions de base. Parce que j'avoue que le form factor du téléphone Light 3, je l'adore. Il est compact. Il y a une petite molette sur le côté qui permet d'ajuster la luminosité du téléphone. Ça pourrait ajuster le volume aussi. Ça permettrait d'écouter des podcasts de façon merveilleuse. On peut le faire d'ailleurs. Oui, il y a une option pour les podcasts. Ça, j'ai oublié de le mentionner. C'est important. Si vous écoutez une tasse de tech, vous pouvez le faire avec un iPhone 3. Mais on n'a pas des applications de podcast comme Podcast et compagnie qu'on pourrait utiliser. L'iPhone 3, l'iPhone 2 sont offerts chez TELUS si jamais vous en avez envie. Notre partenaire TELUS, merci TELUS. Voilà. Merci Pascal. C'est une bonne transition vers les nouvelles de la semaine, nos espressos de tech à une tasse de tech. Vous avez compris qu'il y a un concept caféiné derrière, tandis que Pascal s'hydrate très bien à base d'une boisson caféinée. Et on part ça avec une nouvelle qui
je présume, est une bonne nouvelle. Je vais pas le dire comme ça. C'est Roku qui lance ses Roku TV, ses téléviseurs Roku, donc de sa propre marque là au Canada. Roku, vous le savez, font des clés HDMI, des petits récepteurs numériques pour la télé depuis des années. Roku, qui initialement est né d'une idée qui était... mon premier contact avec eux, c'était un streamer de musique numérique qui était une espèce de gros cylindre en aluminium et qui devait, à un certain moment donné, être la division matérielle de Netflix. Et ça s'est évidemment jamais concrétisé. Donc, Roku, maintenant, fait cavalier seul, j'aurais dire comme ça. Mais ils agrègent et ils accueillent au-dessus de 200 chaînes télé ou des centaines d'applications de streaming aussi sur leur plateforme. Et ils ont décidé, tant qu'à faire ça, de vendre leur propre téléviseur. On pouvait avoir déjà des téléviseurs Roku au Canada, mais c'était des marques tierces, TCL, entre autres. Oui. Et d'autres, Vizio, je pense. Oui. Bref, et là, on aura la marque Roku. D'exploitation Roku dans ton téléviseur. Exactement. Celui d'LG ou Samsung. Ben voilà. Ou Google, effectivement. Deux gammes de téléviseurs vont être lancées. Il y a une série de base qui s'appelle Select. C'est des modèles de téléviseurs 4K, donc quand même assez détaillés. QLED, donc quand même assez lumineux aussi, dont la dimension fait de 50 à 75 pouces. Ça commence à 420 $. Ça va un petit peu au-dessus de 1000 $ pour les plus gros modèles. Il y a des modèles aussi qui vont être lancés cet automne de 32 à 40 pouces, donc des petits téléviseurs. Quoique à notre époque, c'était énorme, mais c'est maintenant rendu petit. Dont le prix de détail démarrera à 200 $. Ça va être quelque chose. Ça va être lancé plus tard cet automne. Et l'autre série, c'est une série qui s'appelle Plus, donc une série haut de gamme, le haut de la gamme chez Roku, qui inclut entre autres de l'atténuation locale, le fameux local dimming, qui permet d'avoir des plus gros contrastes, compatible avec les normes Dolby Vision, Dolby Atmos, donc plus de qualité visuelle, plus de qualité sonore aussi. Et ça inclut une télécommande vocale pro. Donc, on pourrait parler à votre télécommande. La télécommande est rechargeable, donc les batteries sont scellées. Il y a aussi un mode main libre. Tout ça à partir de 55 pouces et de 650 $. Il y a différentes fonctions intégrées. On essaie de distinguer en disant aussi, on peut aussi rendre le matériel, le téléviseur physique, un peu plus simple à utiliser. Il y a notamment une fonction de Smart Picture. Vous appuyez et automatiquement, le réglage s'ajuste selon que vous regardez la télé, un film, vous faites du jeu vidéo, vous faites autre chose. Donc ça, c'est quand même pas si mal. Il n'y a pas de sortie pour écouteurs sur les téléviseurs. Donc, vous ne pouvez pas brancher un écouteur ou une sortie audio. Par contre, il y a une antenne Bluetooth. Donc, vous pouvez jumeler un appareil sans fil par Bluetooth. C'est un plus et un moins parce que des fois, il y a ce décalage de quelques millisecondes qui peut poser problème si vous n'avez pas un récepteur Bluetooth assez récent. Mais sinon, ça rend... Évidemment, on peut jumeler ces écouteurs Bluetooth. Il y a pas mal plus d'écouteurs Bluetooth, je pense, en marché de nos jours qu'il y en a avec une prise sonore. Oui. Donc, c'est même pas rien. Et il y a aussi la localisation de votre télécommande intégrée. Donc, si vous perdez votre télécommande, vous demandez à votre téléviseur et pouf, vous la trouvez. Évidemment, c'est compatible avec l'application Roku sur mobile qui permet de jumeler plein d'affaires, de créer des chaînes et d'étendre un peu la portée de la chose. C'est une belle addition au marché canadien des téléviseurs où le prix ne cesse de baisser. Je vais dire ceci. On aura peut-être l'occasion de reparler des téléviseurs Roku, mais pour avoir eu un téléviseur TCL pendant quelques années dans le sous-sol qui était basé sur Roku, quand on paye pas cher pour un téléviseur, le téléviseur ne vaut pas cher. Et souvent, on utilise des composants et des connecteurs de qualité insuffisante. Dans le cas du téléviseur TCL que j'ai eu, après 2 ans, il a cessé de fonctionner. Et c'était simplement un détail parce que c'est un téléviseur, c'est une dalle de 75 pouces. J'entends encore le système Roku fonctionner, mais l'écran est noir et c'est simplement quelque chose au niveau du processeur graphique du téléviseur qui est trop cheap pour gérer une entrée HDMI avec Roku TV et tout le reste. Puis tu dis, tout ça fonctionne, sauf peut-être genre un petit transistor dans la patente. Et ça fait qu'un appareil aussi gros que ça devient un déchet électronique et c'est un peu fâchant. Avant, tu achetais un téléviseur qui était énorme de 24 pouces cathodique. C'est quand même fou. Ça coûtait 3000 $ un téléviseur cathodique de 24 pouces. L'image était analogique, un peu dégueu. Mais tu pouvais aller dans ton Radio Shack, tu pouvais aller dans ta boutique d'électronique et tu avais des tubes, ton téléviseur. Et tu pouvais remplacer les tubes. Quand un tube brûlait, tu remplaçais ton tube et tu pouvais réparer ton téléviseur. Un téléviseur réparable, ça serait quand même bien. Ouais. C'est ça. Tu pourrais avoir des modules faciles à remplacer. Tu pourrais avoir 3, 4, 5 blocs derrière que tu détaches puis tu remplaces pour 100 $. Tu te casses pas la tête. Bim bam. Tu remets ton téléviseur à neuf. Mais voilà. Non, on n'a pas pensé à ça. C'est un peu dégueu. C'est un peu étrange. Oui, ce que je trouve, moi, mon commentaire éditorial sur les téléviseurs Roku, j'aime beaucoup Roku, ça fait longtemps, ils mettent à jour leurs appareils et tout. L'inconvénient, c'est un risque, il me semble, de brander tes propres téléviseurs tant que tu offrais. C'est un peu comme quand Google s'est mis à offrir ses propres téléphones.
T'as comme le modèle flagship, le porte-étendard. Et là, t'as toujours le soupçon, si je prends un téléphone qui a le moteur Roku, mais qui n'est pas de Roku, est-ce qu'il est meilleur? Est-ce qu'il est moins bon? Il est-tu moins cher? Et j'ai l'impression que c'est pour stimuler probablement la compétition des compétiteurs, mais les compétiteurs pourraient dire « Hey, nous, on passe à un autre système d'exploitation et puis tant pis pour vous, Roku », parce que Roku, ils ont des revenus avec ce qui est sur la télécommande, ils ont des revenus... il y a la publicité intégrée, il y a plein d'affaires, oui, effectivement. C'est ça. Donc, chaque téléviseur Roku rapporte de l'argent à Roku à quelque part, donc ils peuvent te le vendre à prix très bas. J'ai bien hâte de voir. J'en ai reçu un. J'en ai un énorme dans ma cuisine en ce moment. Il faut que je le déballe. Bien hâte, je vais t'en reparler, c'est certain. Puis je vais vous en reparler, c'est certain. Rappelons-nous que Roku a aussi le Roku Channel qui comprend plein de contenu gratuit, mais en anglais. Oui, mais il y en a un peu dommage. Un petit peu. Il y en a pas tant. Il devrait en avoir plus, je veux dire. Il devrait en avoir plus parce que c'est pas plus compliqué d'aller chercher le contenu francophone ici. Exact. Parle-nous de cette rumeur, Pascal, de la fusion de Chrome OS et d'Android. On pensait que c'était dans la poche et finalement, ce n'est pas le cas. Oui, c'est ça. J'ai vu la rumeur circuler. J'ai sauté de joie parce qu'on en avait parlé de la fusion d'Android et de Google, d'Android et de Chrome OS. On parlait du côté de Mac, de la fusion entre macOS et leur logiciel pour les iPadOS. Du côté Android, ça ferait du sens de combiner Android et Chrome pour que ce soit qu'un système. Mais ce que Samir Samat, et là je cherche son titre officiel, Samir Samat qui est une des bonzes de Google, qui a dit de Google. Dans ce cas-ci, c'est Google directement. Il dit que, OK, il y a beaucoup d'intérêt sur la fusion entre Chrome OS et Android, mais, ce qu'on fait, c'est qu'on bâtit Chrome OS sur Android. Fait qu'on va pas nécessairement fusionner. Il semble qu'ils n'ont pas à court terme qu'il y ait qu'un seul système. Ça va être, on va utiliser Android pour améliorer Chrome OS. OK. C'est sûr que peu importe comment on l'explique, la ligne se brouille entre les deux systèmes parce qu'on peut, avec Android 16 qui s'en vient, on peut jumeler un clavier, une souris, comme on le fait avec un ordinateur personnel et un moniteur externe par USB-C et pouf, on a un ordinateur pratiquement complet avec des fenêtres multipatentes et tout, là. Donc, clairement, on s'en va vers une expérience. Si elle n'est pas unifiée, certainement, elle sera dupliquée ou redondante là, d'un bord et de l'autre. Mais c'est à suivre. C'est très intéressant de voir comment cette convergence-là, avant c'était l'ordinateur, le téléphone, là maintenant les deux ont des performances presque similaires. Qualcomm propulse maintenant des laptops. C'est effectivement impressionnant là, d'avoir que ça ferait du sens qu'il n'y ait une seule expérience au niveau logiciel. Je disais quelque part que chez Google, c'est un peu comme chez Microsoft à une autre époque où c'est les unités à l'interne qui se chamaillent pour peut-être pas perdre leur job ou leur niveau d'influence au sein de l'entreprise, plus que le désir de bien servir l'utilisateur. Donc, il y a peut-être... Évidemment, il y a des notions aussi qui sont liées à l'adaptation du système aux bons appareils, mais quand même... à la fin de la journée, si on a un seul système pour tout, pourquoi pas? Je veux dire, Microsoft peut être capable de le faire avec Windows. Là. On peut le faire avec Android facilement, je suis pas mal certain. Veux-tu qu'on parle tout de suite, qu'on saute dans notre super plan de match, qu'on parle tout de suite de Made by Google le 20 août? Puisqu'on est sur Google, continuons sur Google, parce que la nouvelle a fuité cette semaine que l'événement annuel Made by Google allait avoir lieu le 20 août prochain. T'as raison. L'année dernière, ça avait eu lieu à Mountain View, en Californie. Et cette année, on fait ça à New York. Pour aucune raison. Il y a des bonnes raisons, mais nous, ça change absolument rien dans nos vies. Le 20 août, donc, on va présenter en direct sur YouTube et un peu partout sur le web la conférence où on présentera, où on dévoilera la prochaine génération de téléphones chez Google. Là, on est rendu au Pixel 10, au Pixel 10 Pro, je présume au Pixel 10 XL, là, je sais plus, c'est un peu mêlant, et au Pixel 10 Pro Fold, parce que la rumeur dit qu'il y aura une nouvelle génération améliorée du téléphone pliable aussi, en plus de tous les autres. On parle d'un processeur Tensor G5 qui serait sous le capot et qui serait évidemment plus performant que le processeur actuel. Je sais pas à quel point on peut inciter davantage chez Google sur le fait que, hey, on a Gemini, whoopidou, on peut faire des choses avec ça, mais on risque d'en entendre parler beaucoup aussi. J'ai hâte de voir. L'élément que j'ai retenu sur les téléphones et le Pro Fold, parce que cette semaine ou la semaine dernière, le Samsung a lancé
son Z Fold 7 et donc ça fait jaser du côté des téléphones pliables, mais on aurait un téléphone IP68, donc prêt à tout en termes de résistance à l'eau et à la poussière, qui serait aussi plus durable en termes d'autonomie, qui aurait une grosse batterie. Je lui souhaite d'être un petit peu plus mince, un peu plus portable que son prédécesseur, parce que c'est toujours le fun quand on a un appareil léger et compact dans sa poche. Mais on verra bien. Il y a aussi question d'une nouvelle Pixel Watch, qui serait la Watch 4, elle aussi offerte en 2 formats, comme la Pixel Watch 3. Je ne sais pas si on va grossir le diamètre de la version plus large de cette montre-là, mais ce serait pas mal le fun. À part de ça, qu'est-ce qui pourrait être nouveau dans le Made by Google? Écoute, il est question depuis 2 années, 2-3 ans maintenant, du fameux projet d'un casque de réalité virtuelle combinée, le projet Muhan avec Samsung. Peut-être qu'on pourrait voir des nouveautés annoncées. Il y a une entente avec un fabricant de lunettes aussi, qui a été annoncé il y a quelques semaines, qui pourrait nous mener vers la mise en application du système Android XR qui a été présenté à Google I.O. là au début de l'été, en fait, Android XR, c'est l'espèce de logiciel, de plateforme de réalité étendue de Google que Google aimerait voir adopté par les fabricants de lunettes comme les Meta, les lunettes Smart Glasses de Meta et de Ray-Ban et maintenant d'Oakley. Donc, il semble y avoir un futur chamaillage à venir dans ce créneau-là pour savoir qui a les meilleures lunettes. Clairement, on s'en sort pas, là. Mais j'ai hâte de voir, parce qu'Android XR, en prototype, pour l'avoir essayé, c'était vraiment très bien. Il y avait même un petit écran dans le coin de la lentille où on pouvait voir des éléments visuels. Mais quand même, il pourrait avoir quelque chose comme ça à Made by Google cette année. C'est de bonne heure, le 20 août, pour lancer des téléphones. La période des fêtes est rendue même avant que l'été se termine. Donc, c'est bientôt on va avoir le Noël des campeurs avec des nouveaux téléphones Pixel. Ça va permettre de créer de l'engouement. Il y a peut-être des trucs qui vont être lancés du côté d'Apple. Il n'y a pas des trucs qui s'en viennent du côté d'Apple, d'ailleurs? Il y a toujours des trucs qui s'en viennent du côté d'Apple, mais on essaie probablement de voler un peu le momentum d'Apple en étant juste avant eux, parce que Apple, c'est, je pense, mi-septembre, quelque chose comme ça d'habitude. Donc, à suivre chez Google, je ne sais pas si ça va aider Google à récupérer du marché qui, semble-t-il, là, sa plus grosse part de marché, je pense, c'est au Canada. Les téléphones Pixel, c'est au Canada qui sont en plus grand volume, en termes de part de marché, pas en termes de volume absolu, là, mais à quelque chose comme 3,5% du marché. C'est quand même une fraction. Ou 5%. De très bons appareils. Ceux qui ont goûté, c'est dur. Sont sympathiques, sont bien faits. S'ils étaient un petit peu moins chers, ça permettrait de se démarquer lors de la décision d'achat, de prendre le risque d'abandonner la famille iPhone. La plupart des gens qui abandonnent reviennent plus en arrière, fait que c'est quand même assez fascinant. Ben, l'intégration de Gemini aide. Il y a aussi dans les téléphones Pixel la plus récente version d'Android et aussi une antenne satellite, parce qu'on peut utiliser des fonctions satellites sur les Pixels. Et probablement que Rogers voudra en profiter pour parler de sa nouvelle solution. Qui est notre prochaine actu, Pascal? Ben oui, il faut pas oublier la notion de Cogeco qui lance son sans-fil. Mais si tu veux qu'on parle tout de suite de réseau... on va rétro-pédaler. Ben oui, une à la fois. Et voilà, une à la fois, mais il faut pas l'oublier parce qu'elle est bonne aussi. Rogers lance son réseau satellitaire en partenariat avec Starlink. La bonne nouvelle pour les amateurs de technologie, c'est que vous pouvez l'essayer gratuitement en bêta. Oh oui! Donc, même si vous avez... Et c'est ça qui est fantastique, c'est que même si vous n'avez pas encore vous n'avez pas de compte chez Rogers, vous pouvez vous inscrire, demander l'essai gratuit de la connexion satellitaire jusqu'à fin octobre 2025 ou plus tard. Donc, c'est quand même août, septembre, octobre, presque 4 mois. Ça laisse le temps de l'essayer, ben oui. Pour avoir essayé ça gratuitement. Vous avez droit à 500 MB de données pour message. Pas des données pour la navigation web, pas pour les appels. C'est uniquement pour envoyer des messages par satellite, donc dans des zones où vous n'êtes pas dans des couvertures de réseaux cellulaires standards. Vous allez pouvoir utiliser la connexion satellite. Par la suite, c'est 10 $ par mois pour la première année, 15 $ par mois ensuite. Ça, c'est le genre de choses qu'après 1 an, tu rappelles puis tu payes moins. Et moins, Alain, je mentionne, tu rappelles régulièrement ton opérateur pour dire « Hey, je veux pas payer plus. Ma facture est passée de 10 à 15. Pourquoi? » Tu demandes, ils vont te donner probablement un rabais. Mais c'est quelque chose d'assez amusant. Tout ce que tu as besoin, c'est un téléphone qui est compatible avec une eSIM. Donc, tu entres ton numéro. J'avoue que depuis ce matin, j'essaie de faire l'abonnement, mais ils me disent « on peut pas autoriser votre demande. Il faut que vous appeliez nos services. » J'ai bien hâte de voir, mais je suis très, très curieux. Essayez-le. Si vous êtes amateur de technologie, vous voulez l'utiliser, essayez, testez le système satellitaire de Rogers. Ben oui. Beau cheval de Troie. T'offres un service gratuit pendant un certain temps, puis si t'aimes ça, ben, tu vas peut-être continuer. C'est clair qu'il y a une stratégie de conversion derrière ça. Ben oui, c'est certain. Derrière ici. Cogeco,
Écoute, parlant de changement de réseau, si vous êtes curieux et ça vous intéresse, Cogeco a annoncé cette semaine le lancement à venir dans les prochaines semaines de leur service sans fil au Canada. En fait, ça va être lancé dans 12 grands marchés régionaux un peu partout à travers le Canada. La liste est disponible, Cogeco l'a annoncé. Je ne l'ai pas sous la main, mais ça inclut le Grand Montréal, les grandes villes, vous pouvez imaginer. Il y a différents éléments de nouvelles. Déjà, le réseau est actif. Il est utilisé par des gens qui sont un peu en bêta, si on veut, au Québec et en Ontario. Donc, ça permet à Cogeco de tester la machine un peu. Le service, les tarifs, les appareils, tout ça reste à être annoncé plus formellement. Mais Cogeco agit comme un opérateur virtuel. L'appellation exacte, c'est MVNO. C'est une façon qui a été permise par le CRTC d'emprunter le réseau des grands fournisseurs nationaux pour lancer un réseau national à partir d'infrastructures régionales. Donc, c'est ce qui a permis aussi, à un moment donné, à Vidéotron de devenir un opérateur national. Eux, ils ont éventuellement acquis Freedom Mobile aussi, mais ça permet de l'étendre leur réseau. Mais Cogeco, donc, devient le 4e, 5e, 6e, 5e joueur, peut-être national, si on met les 3 premiers, Vidéotron. Donc, c'est intéressant de voir. Écoute, c'est pas un succès garanti. Des gens se demandent si c'est trop peu, trop tard pour Cogeco. Faudra voir. Ça dépend de la stratégie de mise en marché. Ça dépend d'un paquet d'affaires. Cogeco l'a toujours présenté comme un geste, pas nécessairement d'acquisition de marché, mais d'offres bonifiées à leurs clients actuels. Oui. Qui sont en train de migrer quand on regarde les chiffres, parce que ça a été annoncé ça durant la publication des résultats trimestriels de Cogeco. Et ce qu'on voit dans les chiffres, c'est que les gens se désabonnent de la télé câblée, se désabonnent de la téléphonie résidentielle, mais s'abonnent massivement à l'Internet et probablement voudront s'abonner aussi au service sans fil si tout ça est bundlé, si tout ça est intégré dans une offre conséquente. Donc, j'ai hâte de voir, mais on le dit souvent, et c'est une bonne nouvelle, plus de concurrence égale des meilleurs choix et des meilleurs prix, des meilleures occasions pour les consommateurs. Et là, c'en est une occasion d'élargir l'offre. Donc, c'est à suivre ce lancement. C'est dans les prochaines semaines que ça va se faire. Oui, si je peux me permettre, en région urbaine, on a plusieurs opérateurs qui sont proposés, mais pour les services à la maison d'Internet et de téléphonie, souvent on est pris avec Cogeco. je dis ça avec toute la gentillesse. C'est parce qu'on s'est partagé la carte des régions, entre opérateurs, exactement. Fait que t'as Bell, t'as Cogeco, et donc, quand on a peu de compétition, le fait d'ajouter en plus l'option cellulaire va permettre, j'espère, d'offrir des meilleurs prix plutôt que d'avoir affaire avec un fournisseur pour sa téléphonie cellulaire et un deuxième pour le réseau domestique. Je pense que ça va être une belle offre. Fait que ça, moi, je pense que s'ils font une offre intéressante de jumeler, faites passer votre téléphone, combinez vos factures et on vous offre un meilleur prix. Ça risque en région d'avoir beaucoup de succès. Mm-hmm. En région urbaine, peut-être moins, mais on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Puis, faut pas oublier que quand des compagnies comme Cogeco travaillent fort en région pour établir un réseau où la densité de la population a rien à voir avec celle des villes, c'est un autre genre de défi. C'est ça, c'est un autre genre de défi. Fait que s'ils peuvent offrir aussi un forfait cellulaire avec un beau combo, je vais en parler à mes parents. C'est une bonne idée. Oui, quand ça sera lancé, ça va s'en venir, c'est imminent. On va sauter, suis-moi un peu Pascal, parce qu'on va y aller pêle-mêle, parce qu'on a un peu mêlé nos affaires, mais parlez-nous de ce disque dur de Seagate de 30 téraoctets. Il me semble que ça commence à faire beaucoup, là. Ah, c'est gigantesque, Alain. Écoute, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, dans ma tête, c'était hier, évidemment, le temps passe vite, mais je me souviens que j'étais tellement content d'avoir vu un disque dur de 250 gigaoctets qui était en solde pour seulement 300 $. Puis là, j'étais revenu là, tout tremblant. J'avais l'impression que c'était une erreur de prix, tellement que c'était pas cher, 250 gigs de données pour seulement 300 $. Là, pour 839 $, Alain. 839 $. Et tu as la possibilité d'avoir 10% de rabais si tu t'inscris au bulletin de nouvelles de Seagate. Tu peux t'acheter, donc on parle de moins de 800 $. Tu peux avoir un disque dur de 30 téraoctets. C'est un disque dur Iron Wolf Pro. Fait que c'est un disque dur qui est conçu pour un usage dans des serveurs, dans des centres de données, pour un usage qui roule 24 heures sur 24. 5 ans de garantie. Ça c'est pas mal. Et tu as ça pour seulement 837 $ à prix régulier, 839 $. Je trouve ça capoté. Écoute, je me rappelle d'avoir démonté mon premier ordinateur qui était un 386, donc c'est pour ceux qui savent ce que ça veut dire, ça vous rajeunit pas. Le disque dur était gros comme facilement un grille-pain. Il faisait, je pense, 64 mégaoctets et c'était le fin du fin.
Donc, clairement, on s'en va quelque part. Exact. On parle de milliers d'octets. C'était une époque où on installait des logiciels sur 14 disquettes, donc c'est effectivement une autre époque, mais le progrès n'arrête pas. Et 30 téraoctets sur un disque dur, on est à quelques téraoctets sur des cartes SD aussi là, maintenant, donc c'est quand même... Oui, c'est incroyable comment la densité du stockage de données et le coût a baissé. Oui. C'est la loi de Moore du stockage, il doit en avoir une. ça me vient pas ici, là, mais bon point. Ceux qui nous suivent, ceux qui sont amateurs de technologie, vous savez de quoi je parle. Écrivez-nous pour me dire c'est quoi la règle de Moore pour le stockage des données. Veux-tu qu'on fasse tout de suite le saut, puisqu'on est dans la confusion et la surprise? On va parler du nouveau Commodore 64. Tu as parlé de 64 ça tombe bien. De stockage. Le Commodore 64, c'était ça. C'était 64 kilo-octets. Oui, c'était kilo-octets. Ben oui, c'est ça le truc. C'est fou. On est vraiment dans un autre sens. On parle de kilo-octets, on parle de milliers d'octets. 64 000 octets, c'était quand même pas beaucoup. On parle pas de meg ou de gigaoctets. Il y a une nouvelle version du Commodore 64 qui est l'ordinateur que je voulais avoir. C'était le premier ordinateur que je voulais avoir. J'ai acheté une calculatrice programmable à la place. Ça m'a pas procuré la même satisfaction. Moins de jeux, Oui, pour les amateurs, là, le Commodore 64, c'est un ordinateur qui se voulait abordable, qui était par Commodore, une compagnie qui faisait des jeux vidéo, qui fonctionnait avec des cartouches, qui fonctionnait avec des datasets. Les datasets, c'était des cassettes audio dans lesquelles tu enregistrais tes programmes. Tu avais un lecteur, et je regardais sur Internet pour valider que c'était bien ça, mais c'était un lecteur de cassettes pas cher, qui valait pas cher, qui était peu fiable. Écoute, ça prenait des minutes de télécharger un programme. C'était vraiment épouvantable. Oui. Aujourd'hui, la version moderne fonctionne avec des cassettes USB. Fait qu'à ce moment-là, le stockage vient d'une clé USB. J'imagine que tu peux travailler avec... Tu peux travailler avec le Commodore 64 sans émulation, fait que ça travaille directement sur le processeur. Il fonctionne avec tout ce que tu avais. Si tu ressors tes vieilles datasets, si tu ressors tes vieilles cassettes, ça fonctionne encore. Même ton lecteur de CD, je crois que ça fonctionnait avec un lecteur de disquette. Je crois que ça fonctionnait. Moi, j'ai connu les cassettes, mais après ça, je suis passé à d'autres choses, ouais. Je pense qu'il y avait les premiers lecteurs de disquette pour le Commodore 64. Je pense que ça existe. Tu peux te le procurer à partir de 410 $ canadiens. Tu as le Founders Edition à 685 $ canadiens. Et là, on dit que ça va être livré en octobre 2025. On dit ça, hein? J'ai des doutes. Mais ce serait pas un produit brandé, ce serait vraiment le retour de la marque Commodore. Je comprends que c'est pas quelqu'un qui a mis une étiquette Commodore sur quelque chose, c'est vraiment le retour, le grand retour de Commodore. Ouais. C'est un système qui était très innovateur, ça permettait d'apprendre à programmer en BASIC. C'est ça la clé, c'est qu'il fallait programmer ses propres trucs si on voulait que ça fonctionne. Ouais. Et c'était un petit peu avant l'Internet aussi, donc c'était pas facile de trouver les codes, les programmes à faire soi-même. Il fallait se faire travailler la caboche. C'est drôle parce qu'il y a aussi Sega qui a annoncé cette semaine l'ouverture d'une boutique à Tokyo, ils veulent se relancer là, eux aussi. Puis t'es comme, mais pourquoi? Est-ce qu'on a besoin de vivre ce moment rétro à fond à ce point-là? Je sais pas, mais c'est quand même intriguant pour ceux qui ont trippé à l'époque. Les adultes qui ont plus d'argent que de jugement, c'est pas fin. Ou les trop grands nostalgiques, ceux qui sont encore en train de faire la file ou qui rêvent d'un nouveau Star Wars. Bon point, il y en a. Le Commodore 64, c'est sûr que ça suscite beaucoup de nostalgie. Voilà. Et donc, et les enfants aussi, je pense que s'il y a un buzz sur les réseaux sociaux, TikTok et compagnie, tu peux programmer tes choses, puis là, ils arrivent, ils sont super déçus parce que les autres, ils vont jouer à des jeux rétro, mais ils se rendent pas compte qu'il n'y a pas 25 niveaux, puis que t'as pas des heures de rejouabilité, là. T'as comme ton petit carré, puis t'as ton petit Pac-Man qui tourne, puis... Ça a beaucoup changé. Puis ton bonhomme, il meurt. Tu sais, ton jeu est fini. Ton bonhomme, il meurt, c'est ça. T'as pas de sauvegarde, t'as pas de... Ben là, ça a beaucoup changé. C'est quoi? Mais après ça, c'est quoi? Ben, c'est juste ça. Ils sont un peu déçus après avoir payé ça. Fait que nouveau Commodore 64, dites-nous ce que vous en pensez. Je rigole. Voilà. On en reparlera cet automne peut-être. Ça me titille, j'aimerais ça. Je suis tenté. Ça fait longtemps, Pascal, qu'on n'a pas parlé d'intelligence artificielle, alors allons-y tout de go. Tabarnouche, fait longtemps. Hein? Depuis le temps que ça existe, cette affaire-là. Je suis tombé sur une étude d'un centre de recherche sans but lucratif qui s'appelle Meter Evals. Avant, j'ai oublié le nom. Ils ont changé de nom, là, donc c'est peut-être un peu mêlant, mais c'est un centre de recherche qui fait des tests contrôlés, donc des vraies études basées sur des calculs, des environnements, disons, scientifiques. Là. Donc, c'est pas de la tarte. C'est pas juste un sondage sur Internet auprès de leurs fans. Là. C'est vraiment évalué, basé sur des
gens qui font ce qu'ils font pour vrai. Ils se sont demandé, est-ce que l'intelligence artificielle, dans un contexte de programmation informatique, fait sauver du temps tel que c'est promis? Parce qu'on le sait, une des qualités souvent citées des IA génératives, c'est leur capacité à coder à notre place. Oui. Genre, hey Gemini ou hey ChatGPT ou hey Copilot, j'ai du code, ça marche pas, répare-le. Et là, pouf, comme par magie, ça le fait. Et là, ils ont demandé des programmeurs, est-ce que vous sauvez du temps quand vous utilisez l'IA? Ben, premièrement, évidemment, ils ont demandé aux gens s'ils l'utilisaient. Les gens qui ont dit non, on dit, bon, vous, on vous réserve pour autre chose. Mais ceux qui ont dit oui, ils ont dit, combien de temps vous pensez sauver en utilisant l'outil? Et la plupart des gens ont dit, la réponse d'économie de temps moyenne était de 20%. Donc, les gens qui programment, qui utilisent l'IA se disent, je sauve une journée par semaine grâce à ça. Ensuite, ce que Metaverse a fait, c'est qu'ils ont évalué une semaine de travail de ces programmeurs-là pour voir justement s'ils travaillaient plus ou moins. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que les programmeurs qui utilisent l'IA prennent 19% plus de temps à accomplir leur boulot en moyenne. Donc, il y a vraiment, en fait, c'est le phénomène inverse. C'est plutôt que sauver 20%, ils en passent 19% de plus à bidouiller ou à travailler. Ils passent beaucoup de moins de temps à coder, donc à faire la job centrale de leur job. Mais ils passent beaucoup de temps à chercher la bonne commande pour que l'IA sache quoi faire. Donc, le fameux prompt engineering, là, il va falloir le traduire comme il faut, cette expression-là, mais cette fonction où tu demandes à l'IA avec une commande extrêmement complexe de faire la job qui finalement est à peu près aussi complexe. Et ensuite, il passe beaucoup de temps à attendre après le résultat parce que l'IA, pour livrer une bonne patente, doit réfléchir, entre guillemets, il doit comme livrer un format qui ensuite s'utilise bien et passe évidemment beaucoup de temps ensuite à réviser la réponse, qui peut aussi prendre du temps. Donc, tout ça mis ensemble, on perd du temps, on perd 19% de temps de plus qu'on le pense. C'est quand même pas rien. Alain, j'ai un messager qui sonne à ma porte. Bon, ben écoute, on va couper ça là, on va prendre une petite pause, puis on va revenir avec la suite à une tasse de thé. À tantôt! Pour une mise à jour sur l'actualité qui bouge d'heure en heure. Pour tout savoir sur ce qui se passe ici ou ailleurs. Abonnez-vous à la balado Les actualités Cogeco Nouvelles. Écoutez-nous partout en tout temps. Sur votre application balado préférée ou sur l'application Cogeco Média. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Nous revoilà une tasse de tech. Pascal est allé répondre à sa fameuse porte. Surprise! Je m'attends à ce que tu aies reçu des lingots d'or là, pour que ce soit à ce niveau-là d'urgence. Pour t'avoir interrompu de façon aussi cavalière, j'espère que c'est ça. C'est le genre de produit que il faut signer pour recevoir. Et là, ils vont sonner à ta porte jusqu'à temps que tu... Qu'est-ce que tu ouvres la fenêtre, tu lances une savate. C'est ça. J'étais pas là hier et puis j'aurais bien pu déverrouiller ma porte connectée, mais j'aurais pas pu. Il aurait fallu que je signe. Fait que ça aurait été un peu bizarre de signer pendant que je te parle. Signer à distance, ouais. Ici. Bon point. Désolé de cette interruption. La joie de travailler à la maison et la joie de recevoir des choses à la maison. Ça va nous laisser l'occasion de parler plus largement de la dernière nouvelle, en fait, qui était quand même assez intéressante parce que c'est issu de... On en a parlé déjà ici, j'en ai parlé dans le passé à bien des endroits, puis là, la presse a récupéré le sujet en parlant avec Patrick Pierrat, qui est notre bon ami d'InfoBref, qui, Patrick, on le sait, originalement a lancé Branchez-vous, est un entrepreneur du web depuis des années, et là, a pris la tête du CA d'un projet qui s'appelle, je pense, La Nouvelle Place, qui est un projet de réseau social entièrement québécois, initié par notre ami Steve Proulx, qui lui-même est un travailleur du web numérique, qui, de mémoire, s'occupait d'une agence de contenu web qui s'appelait 37e Avenue, qui, donc, ont lancé cette idée de comment on peut donc déjouer les effets négatifs des réseaux sociaux qui, évidemment, ont des algorithmes assez obscurs, ont un modèle publicitaire assez agressif et ont, dans l'ensemble, un impact qui est pas seulement positif, et je le dis très poliment, sur notre comportement en ligne, sur notre comportement en général, qui mène à beaucoup de désinformation, qui mène beaucoup à des faits de chambre d'écho et donc qui polarise beaucoup la conversation publique et qui défavorise aussi l'accès à des médias d'information où les gens sont payés pour faire une bonne job. Donc, ils sont pas nécessairement intérêt de vous compter des bobards. Bref, conversation là-dessus dans la presse, sondage auprès des lecteurs de la presse, et au-dessus de 7000 personnes ont répondu à la question « Qu'est-ce que vous pensez d'un réseau social québécois? »
Et les résultats du sondage sont quand même assez intéressants. 40% des gens qui ont répondu se disent prêts à remplacer leurs réseaux sociaux actuels. Il y a 21% des gens qui se disent prêts à essayer sans nécessairement remplacer, donc à l'ajouter à leurs réseaux sociaux actuels. Un autre 13% se dit sceptique mais intéressé. Donc, est-ce que ça va marcher? On n'est pas sûr, on verra bien, mais on serait quand même curieux de participer à l'aventure. Il y a 8% seulement qui se disent sceptiques et pas intéressés par l'idée d'un réseau social qui serait québécois, mais pas seulement québécois, mais qui serait aussi plus communautaire, en fait. Et il y a un 17% qui se dit non membre d'un réseau social et un autre 2% qui n'a pas d'opinion. Je ne sais pas pourquoi ce 2%-là a répondu à un sondage sur lequel on avait juste à y aller puis à répondre. Mais bon, bref, c'est clairement pas moi qui a répondu à ce sondage-là. Mais j'ai pas d'opinion. Ben, tu sais, j'ai pas le goût de répondre, mais je vais y aller quand même. Fait qu'en tout cas, ils font ce qu'ils veulent. Mais globalement, dans évidemment, ce sondage qui n'a pas de prétention scientifique, là, il n'y a pas d'écart type, il n'y a pas de représentativité qui a été intégrée. Là, c'est quand même un sondage auprès d'internautes. Il y a au-dessus de, 3 personnes sur 4 qui participeraient à l'aventure d'un réseau social québécois. Il y a différentes choses à apporter dans la nuance de ce projet-là, parce qu'à la base, qu'il soit québécois ou algérien ou peu importe, ça change pas grand-chose. C'est le modèle, en fait, je pense, qui est important. Et ce qu'on avait du côté de Nouvelle Place comme ambition, c'est de créer un espace où on recommanderait du contenu, où les médias, en fond d'information, les médias qui sont bloqués par Facebook, entre autres, auraient une place publique qui serait pas bloquée. C'est un peu ambitieux comme projet de déloger une entreprise comme Meta, là, qui a à peu près la moitié de l'humanité est connectée à ces réseaux. Ce que Patrick Pierrat disait à la presse, entre autres, c'est que, tu sais, Blue Sky est un exemple, Mastodon un peu moins, mais quand même dans la même veine, qui a de la place pour des petits réseaux sur le côté. C'est pas faux. Il y a quelqu'un qui a créé à partir d'une instance Mastodon un petit réseau social québécois qui s'appelle Club, QLUB. Donc, il y a quelque chose à faire là. Même si concrètement, c'est pas une grosse différence par rapport au Mastodon de base. Mais il y a effectivement ce mouvement vers des réseaux sociaux décentralisés qui commencent à s'installer. C'est beaucoup des réseaux sociaux qui ressemblent à Twitter. Blue Sky, c'est comme le petit frère de Twitter, en gros, là, avec différents algorithmes où on favorise plutôt le partage de contenu qui vient de sources d'informations légitimes. Donc, il y a comme quand même juste moyen de tweaker les algorithmes, dans le fond. On n'empêche pas le partage d'informations de sources légitimes, contrairement à ce que... Exact. Tu vois, X n'empêche pas le partage de contenu, mais s'il détecte l'URL d'une source de médias qu'il n'aime pas, il va déprécier sa valeur dans son algorithme et ce sera moins partagé. Alors que Blue Sky peut l'amplifier et qu'un réseau social québécois pourrait privilégier les contenus créés chez nous par des sources locales. Donc, ça serait une façon aussi de créer cet espace. Parce que c'est un peu ça que tout le monde dit. Nous, nos réseaux sociaux sont des places publiques numériques et les gens en font bien ce qu'ils veulent, ce qui est pas vraiment vrai parce que on le voit surtout sur Instagram et sur Facebook, à quel point ils poussent la publicité et les contenus payants pour générer des revenus toujours de plus en plus importants. Donc, on privilégie pas le contenu généré organiquement par les gens, mais plutôt celui créé pour générer des revenus. Donc, ça, c'est un problème. Donc, on voit qu'il y a quand même un appétit, je dirais, pour ces réseaux qui ne seraient pas une grosse machine à faire de l'argent. Et ça, je trouve ça sain, tu vois. Ça suit un mouvement qui existe ailleurs dans le monde, aux États-Unis, entre autres, où des petits réseaux communautaires existent. Et j'ai hâte de voir si ça va voir le jour et si ça va effectivement avoir le succès d'estime, au minimum, là, qu'on voit dans le sondage à la presse. Écoute, moi, je suis très curieux de ce que j'aurais répondu au sondage, mais j'avoue que je suis un peu sceptique. Je suis du côté sceptique. Parce que je trouve que l'idée d'avoir tes données souveraines au Québec, un réseau social souverain québécois, j'aime l'idée. On a nos données au Québec. Sauf que j'ai un malaise avec le côté vertueux de ça. Personne n'est contre la vertu. On va faire un truc qui va faire la promotion de bonnes nouvelles et tout, mais qui va décider de la vertu? Qui va décider de qu'est-ce qui est bon à transmettre, qu'est-ce qui est pas bon à transmettre, quelle opinion vaut la peine de le faire? Là, j'ai un malaise avec ça. Je comprends que, on va y aller avec des informations factuelles, on va les mettre de l'avant et tout, mais à un moment donné, quand on tombe dans l'opinion, quelle opinion va-t-on mettre de l'avant? Est-ce qu'on va mettre de l'avant Richard Martineau, l'éditorialiste du Devoir? Est-ce qu'on va dire que tout ce qui vient d'un côté comme de l'autre est bon ou pas bon? Ça, j'ai de la misère avec ça. J'ai aussi de la difficulté avec le côté communautaire. Autant que... Pas parce que j'aime pas l'idée d'avoir une discussion communautaire. C'est très important d'avoir son micro puis son macro, d'avoir une perspective du monde et tout. Généralement, quand je vais sur les réseaux sociaux, j'aime avoir l'impression de connecter avec le monde.
pas avec ma cour arrière. Si je veux parler avec mes voisins, je leur parle, je lis les journaux locaux. Ça, c'est toujours un truc que les gens se rendent pas compte, que arrêtez de regarder vos fils de nouvelles, consultez directement le site des médias qui vous intéressent, les médias locaux, allez au site de la presse, allez sur le site du Devoir, allez sur le site du Journal de Montréal, allez sur Radio-Canada, vous encouragez directement, vous avez à la source les nouvelles, pas celles qui sont filtrées et rediffusées, amplifié par les médias sociaux, ne serait-ce que parce qu'une nouvelle fait plus réagir que d'autres. C'est ça qui va être partagé sur les réseaux sociaux. On n'aime pas ça. Fait que je suis un peu déchiré sur l'utilité. Ce qui pourrait être intéressant, je pense, comme alternative, c'est de dire, OK, sur Mastodon, sur Blue Sky. Blue Sky, en ce moment, c'est là que je suis. Je suis un peu découragé de voir qu'à chaque jour, il y a des faux comptes qui me suivent. Ben oui, c'est ça. Il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche là, avec on parle d'intelligence artificielle puis de ses miracles. Quand tu as une madame célibataire de Bordeaux qui veut se connecter avec moi puis qui est connectée avec 250 monsieur célibataires puis que il y a quelque chose qui va pas. Il me semble que ce serait c'est pas normal qu'il y ait autant de faux comptes flagrants qui soient là. Des madames qui montrent des photos de leur popotin ou des photos qui sont piquées d'actrices porno ou des choses comme ça, ou des plugs du service. Je dirais ceci, ça va dans le sens de ce que tu dis. Il y a un réseau social qui a jamais vraiment décollé ici, qui s'appelle Nextdoor, qui se voulait cette espèce de réseau communautaire de quartier, qui justement a jamais vraiment décollé parce que ça a rapidement été victime de cette avalanche de faux comptes, de fausses... Parce que souvent, ça agit un peu comme une espèce de vente de garage perpétuelle sur ces plateformes-là. « Hey, j'ai une vieille affaire, j'ai un vieux vélo à vendre. » Et il se crée évidemment beaucoup de faux comptes et de faux contenus qui essaient juste de voler l'identité des gens et l'information, ou même carrément l'argent du monde. Donc, c'est vraiment ça la partie désagréable de la chose, effectivement, qui va être le défi d'un réseau social qui aurait éventuellement du succès. Ouais. Donc, c'est pas gagné d'avance. Qui te disent article à $0. OK, tu m'offres combien pour? Ah non, j'ai mis $0, c'est juste pour attirer votre attention. Puis tu fais, OK, tu veux vraiment faire affaire avec des gens comme ça. Tu te rends compte que la personne n'est pas pantoute dans ton quartier puis que c'est des bots qui sont derrière ça. Fait que ce que je me dis, que ça pourrait être le fun, ce serait d'avoir des comptes officiels, soit qui sont recommandés puis qui font la promotion du contenu québécois à des sites officiels que tu dis, OK, abonne-toi. Puis un peu l'équivalent sur Blue Sky des listes de recommandations, là. Les recommandations. Tu peux créer une liste, de dire, OK, voici des médias, voici des journalistes, voici Starter Pack québécois. Officiel, entre guillemets, je sais pas comment le dire, mais où on c'est la même question que derrière le panier bleu. Est-ce qu'on avait besoin de créer un site commercial entier alors qu'on aurait pu créer une force commerciale qui est présente sur les plateformes dominantes? Et c'est toujours un peu ça le défi, effectivement. Donc, c'est pas réglé d'avance. Voici, mais encore une fois, comment on fait pour avoir patte blanche. Moi, je suis un chroniqueur québécois. Oui, mais t'es pas du bon côté, ou on n'aime pas tes opinions, ou t'as pas assez publié. Ça devient un peu délicat. Et le fait d'être mentionné dans cette liste-là, évidemment, va te cautionner. Ce qui fait que c'est délicat, encore une fois, qui décide de la vertu de cette Est-ce qu'il faut seulement payer un petit crochet bleu à $10 pour être authentifié? C'est ça. Sur Twitter, tu te cassais pas la tête, tu étais vertueux, tu avais ton crochet. Sur Blue Sky, encore une fois, c'est un service qu'il faut que tu fasses la demande, où on va reconnaître certains comptes, mais je comprends qu'il suffit de tweeter, d'envoyer des messages dans Blue Sky 20 fois par jour, puis de t'abonner à 20 000 comptes, et puis boum, tu as ta certification. Ouais. À suivre, donc. Mais il y a quand même un intérêt, il y a une offre et une demande. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, mais clairement, ça progresse. Donc, ça va être à suivre. On connaît ces gens-là, on va leur parler, on les invitera quand ça sera rendu quelque part. Mais de mémoire, c'était d'ici la fin de l'année, je pense qu'ils voulaient lancer quelque chose. Donc, soit d'ici Noël ou au début de l'année prochaine. À suivre, donc, si vous avez des questions, des commentaires, des opinions sur la question des réseaux sociaux et du réseau social québécois éventuel qui réglerait tous les problèmes de l'univers numérique connu, écrivez-nous sur les réseaux sociaux. Ça fit, voilà. Alors, on prend une petite pause, on va chercher nos gadgets et on revient tout de suite après ceci à une tasse de tech avec nos essais de la semaine. Restez là. Pour une mise à jour sur l'actualité qui bouge d'heure en heure. Pour tout savoir sur ce qui se passe ici ou ailleurs. Abonnez-vous au balado Les Actualités Cogeco Nouvelles. Écoutez-nous partout, en tout temps. Sur votre application balado préférée ou sur l'application Cogeco Média. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget.
Bienvenue à une tasse de tech. C'est le moment de parler de nos gadgets. On va commencer avec celui de Pascal parce que, premièrement, je vais te faire l'exercice. Il faut que tu nous le présentes à la caméra. Et clairement, ça n'a pas l'air très léger. C'est du lourd. C'est du lourd, Alain. Une plaque de cuisson à induction Breville qui m'apparaît, ma foi, idéale pour les gens qui ont un petit bachelor, là, ce petit appartement pour une personne qui a besoin d'espace. Écoute, c'est une plaque de cuisson assez extraordinaire parce que j'ai certaines obsessions, Alain. Les claviers, les appareils minimalistes pour taper. Et la cuisson de précision. Depuis que j'ai lu le livre de Moderniste Cuisine, les thermomètres de précision, la cuisson sous vide et compagnie, ça me rend heureux. Et j'ai vu que Breville a lancé un truc qui s'appelait le Control Freak. Il y a la version maison, la version professionnelle, sont très similaires. La version pro a des petites options de plus, mais j'ai reçu la version Control Freak Home et ça rend heureux, Alain. Ah, c'est complètement... C'est une plaque de cuisson par induction. Donc, c'est un rond. Ceux qui ne voient pas sur YouTube, je l'ai montré ou jeté un coup d'œil, Control Freak de Breville, qui permet de contrôler la température de cuisson précisément de 25 degrés à 250 degrés Celsius. C'est assez extraordinaire. Il y a un capteur qui mesure plusieurs fois par seconde la température. Et donc, on pose sa poêle. Ça peut être n'importe quelle poêle compatible avec la cuisson par induction. Ça peut être une cocotte en fonte. Ça peut être une plaque en fonte. Et avec le petit affichage, on peut décider la température au degré près de sa cuisson. Là, tu te dis, mais à quelle température fais-je cuire tel aliment? Il y a un menu qui te guide pour cuire les œufs, si tu veux les pocher, si tu veux les faire revenir, si tu veux les faire... Et encore plus fort que ça, si tu veux, tu peux brancher aussi une sonde thermique qui va permettre de contrôler la cuisson de ton rôti, de dire, OK, je garde la température intérieure ou quand on atteint telle température, arrête la cuisson. Ou encore pour de l'huile ou de l'eau, parce qu'on détermine la transmission de la chaleur est pas la même selon si tu utilises de l'eau ou de l'huile. Tu peux ajuster au degré près la température de ton huile ou de ton eau. Fait que quand tu ajoutes des ingrédients dans ta friture, par exemple, pour faire de la friture, la température de l'huile baisse. Ben oui. Et là, ça remonte rapidement la température à la température idéale, puis ça t'indique au degré près la température de cuisson. Alain, c'est complètement abusif. Et pour 99,5% des gens, c'est une patente mais purée que c'est le fun. Et quand je parle de purée, j'ai fait des patates frites avec. Et tu vas dire, des patates frites, c'est facile. On n'est pas loin. J'achète une friteuse à $100 et je me fais des frites extraordinaires. Avec ça, tu contrôles au degré près la température de cuisson. Tu fais ta première cuisson à, je crois que c'est 150 Celsius, quelque chose comme ça. Ta deuxième à 190. J'ai mangé les meilleures frites de ma vie. Tu sais, de la cuisson de restaurant à la maison, c'est possible. C'est vraiment impressionnant. Cette expérience, on s'est fait des arancini. Purée. Tu bouffes ça, c'est comme, pourquoi je paie $5 l'arancini pour manger ça au restaurant quand je peux les faire à la maison, des boules de riz frites. C'est extraordinaire. Puis tu peux ajuster vraiment au degré près. Tu as une minuterie qui est aussi ajustée. Fait que tu peux indiquer à la seconde près le temps de cuisson pour une cuisson constante d'un truc à l'autre. Et tu peux enregistrer tes températures préprogrammées. Fait qu'une fois que tu as décidé que telle température était bonne pour telle recette pendant tant de temps, tu peux préprogrammer et tu peux y accéder dans ton petit menu. Complètement abusif, Alain. Mais c'est un outil qui est solide. C'est pas une petite plaque à induction légère, là. C'est vraiment massif. T'as un ventilateur dedans. C'est fait pour un usage intense, là. C'est fait pour un usage pour un chef qui fait beaucoup de cuisine. Super le fun. T'amènes ça au chalet, t'amènes ça pour faire de la cuisson à l'extérieur. Par exemple, tu te branches. On suggère de ne pas le brancher sur des extensions, par exemple. Ça, c'est peut-être parce que ça vient chaud vite, ça doit tirer du jus. C'est ça, ça tire beaucoup de jus. Mais c'est vraiment, vraiment trippant. Il y a un mode qui est le fun. Tu as l'écran tactile qui permet de contrôler la température et tout. Si tu as des corps gras qui tombent dessus, tu peux verrouiller l'écran, tu peux nettoyer ton écran, tu peux redéverrouiller avec un glissement du doigt. Vraiment, vraiment le fun. Quand je dis que c'est quelque chose qui va réjouir seulement une petite partie de la population, c'est $1 500. Oui, ça, c'est quand même un petit frein à l'entrée, là. Oui. Ouais.
c'est le prix d'un four entier. Évidemment, c'est un produit Breville. C'est bien fait, je vous l'assure. Là, c'est quand je l'ai reçu, je pensais que ça allait être... J'ai vraiment fait « Oh, c'est massif comme objet ». Mais sérieusement, je m'en vais passer des vacances et je compte l'amener avec moi, là. Parce que je veux faire de la popote de précision à ce point-là. Tu veux faire des soupes, tu veux pas que ça déborde, tu veux que ta température soit contrôlée, même quand t'as pas besoin d'ajuster le feu, ça le fait pour toi. Et ça, c'est très, très, très rassurant. Là. Si tu fais réduire des sauces, par exemple. Juste pour des trucs, écoute, j'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce qu'on peut faire avec des températures de précision. Tout ce qui est dessert, des bonbons, friture, double friture, poché, ça demande des températures assez précises. Fondu au chocolat, tu peux faire fondre ton chocolat exactement à 50 degrés. Ça reste à cette température-là, ça cramera pas, ça sera pas trop haut, pas trop bas. Même si ta quantité de chocolat baisse, ça va garder la température. Très, très, très cool comme outil. C'est vraiment là, le Control Freak de Breville, c'est un gros coup de cœur. Ça me donne envie de prendre du poids. Ce que j'ai envie de faire de la cuisine plus souvent, y compris sérieusement les meilleurs. T'achètes la plaque, t'achètes des souliers parce que tu vas courir après. C'est ça. C'est ça. Mais je te dis, les frites, là, j'ai vraiment eu un choc parce qu'on a fait j'ai voulu faire des frites double cuisson. Et vraiment, là, les frites étaient extrêmement molles, mais elles croustillaient à l'extérieur. C'est une expérience qui est vraiment fantastique, là. Des vraies patates frites. Là, quand tu donnes ça à tes invités, puis qu'ils font rien, ils ont juste les yeux comme wow, puis ils en reprennent une autre, wow. Tu fais comme toujours bon à signe. La maison. Fait que si tu avais envie de cuisiner comme au restaurant à la maison, ça se rentabilise assez vite. Écoute, le nom le dit, le Breville Control Freak. C'est quand même pas rien. Si vous avez besoin de contrôle et vous êtes freak, c'est pour vous. Je vais changer de registre un peu parce que et de catégorie de budget aussi parce que j'ai reçu, parce qu'on en reçoit tout le temps, des écouteurs Bluetooth, n'est-ce pas? Et puisque j'en ai reçu 2, j'ai dit je vais les comparer parce que ça s'en va les deux un peu dans chacun dans sa direction. Il y a évidemment tout un mouvement. On le sait, les écouteurs Bluetooth, tout le monde veut rivaliser avec les AirPods. C'est toujours ça l'objectif, c'est de dire Apple a créé un marché, ou pas l'a pas créé, mais l'a vraiment comme élargi, disons. Et on veut tous faire la même chose. Et dans ce créneau-là tombent les écouteurs que j'ai en main ici, qui sont les noirs, parmi les deux, qui sont les Buds 4 de la compagnie OnePlus. OnePlus, on en reparle souvent ici parce qu'ils sont extrêmement agressifs ces jours-ci sur le marché canadien. Ils lancent sans arrêt plein de nouvelles affaires. Et ça, c'est leur plus récente nouveauté. Des écouteurs de 170 $, ce qui est quand même une particularité. Ils sont vraiment extrêmement abordables pour ce qu'ils offrent. Et de l'autre côté, on va en parler un peu après. On en a parlé déjà un peu au début de l'émission. Les Buds Loop de Motorola, eux, ils sont plus chers. J'ai l'impression qu'il va exister une version moins chère de ça plus tard. Pour l'instant, on lance cette version-là qui est garnie de cristaux Swarovski. Donc, qui s'adresse à des gens qui cherchent un certain lifestyle plus qu'autre chose. C'est un objet. Parce que c'est comme avoir une grosse boucle d'oreille à diamant, oui, sur l'oreille. Ça convient pas à tous les styles, et ça convient pas à tous les goûts nécessairement. Et dans ce format-là, il coûte 400 $. Il y a une autre particularité, et on en reparlera tantôt, c'est que ce sont des écouteurs ouverts, c'est-à-dire qu'on les enfonce pas dans son canal auditif, on les dépose dessus et ils pincent la conque de l'oreille, n'est-ce pas, pour se tenir en place. Et la batterie est derrière l'oreille. Et là, les choses se passent de ce côté-là. Je vais vous parler des OneBuds Plus. Wow, beau lapsus. Je vais vous parler des OnePlus Buds 4 d'abord, parce qu'on a vraiment fait quelque chose de bien en termes de rehaussement de la qualité de ces appareils-là, qui sont essentiellement des écouteurs d'entrée de gamme chez OnePlus. Si vous allez sur le site web, vous allez voir, ils ont comme plusieurs générations de ces écouteurs-là, dont le prix est vraiment ridicule. Je pense que les OnePlus Buds 3 coûtent 100 $, je pense. Et c'est quand même pas des mauvais écouteurs, mais les 4 sont vraiment une coche au-dessus. Entre autres choses, on a changé la configuration des haut-parleurs. On a des transducteurs, devrais-je dire, en 2 formats. Donc, on a 2 voix, 11 mm pour les gros sons, la basse un peu, et 6 mm pour les sons plus fins. Ça permet d'avoir une plus grande modularité dans le son. J'utilise des mots à plusieurs syllabes parce que ça fait très savant, mais en gros, ça veut dire que on a en principe un son plus riche sur toute la gamme du spectre, des basses aux notes plus aiguës. C'est vrai, je peux pas dire que je suis tombé en bas de ma chaise autant que quand j'ai essayé la version Pro des OnePlus Buds 3, qui, elle, avait vraiment une coche au-dessus. Ça avait été designé, d'ailleurs, la version Pro était créée en collaboration avec Dynaudio, qui est très forte dans les haut-parleurs et dans le son en général. Donc, peut-être qu'on aurait pu ici fine-tuner ça un peu plus, mais pour des écouteurs au prix qui sont vendus, évidemment, il a fallu faire des concessions. Le son est très clair. Si vous n'aimez pas nécessairement la musique avec des grosses basses,
Ces écouteurs-là sont excellents. Ils font la job. On peut les paramétrer. On peut paramétrer on peut personnaliser l'égalisateur sonore selon la façon dont on les porte. Donc, si même c'est pas super bien isolé en termes d'insonorisation passive, on peut ajuster dans l'application sans se casser la tête pour trouver le son optimal. Il y a une annulation, une suppression active du bruit intégré qui est quand même assez efficace. Ça bat pas, évidemment, les AirPods Pro, qui sont peut-être la référence en termes d'annulation de bruit dans le marché. Dans les catégories des petits écouteurs, je sais que Sony fait une excellente annulation dans les gros casques, puis il y a comme plein de débats sur qui fait le mieux, mais dans les petits écouteurs, celle-là est correcte, mais disons que c'est pas l'élément le plus déterminant. 11 heures d'autonomie dans le mode le plus... le moins exigeant possible, disons ça comme ça, ce qui est extrêmement long pour des petits écouteurs comme ceux-là. Attendez-vous à 4 heures vraiment si vous mettez l'annulation, si vous mettez le volume assez fort, ainsi de suite. Évidemment, il ne faut pas mettre le volume trop fort parce que c'est pas bon non plus pour les tympans, mais vous voyez ce que je veux dire. La particularité de ces écouteurs-là, c'est qu'ils sont prêts pour de la musique envoyée par Bluetooth selon le protocole LHDC 5.0, qui est la plus récente version de la haute qualité sonore envoyée par Bluetooth. On n'est pas encore dans le sans compression, mais on est dans la haute résolution. Donc, on a vraiment un niveau de qualité sonore qui est extrêmement élevé, qui est en théorie supérieur à celui du disque compact, là, qui est toujours l'espèce de son de référence. Donc, je vous laisse voir à partir de là si vous faites la différence ou pas. Mais quand on a une bonne source sonore de musique de qualité, c'est le fun d'avoir toute la chaîne dans le fait qui est compatible avec cette musique-là. Comme ça, on sait qu'on ne perd pas, ça se dégrade pas et qu'on peut avoir un bon son. Je les ai trouvés un peu légers du côté des basses, du côté des graves. Donc, c'est pas les écouteurs que moi je porterai au quotidien. Mais si vous avez, parce que souvent ce que OnePlus fait, comme Google le fait, comme bien d'autres le font, c'est que si vous achetez un téléphone, ils vous donnent les écouteurs. Et dans la combinaison téléphone-écouteur, la combinaison OnePlus est une des bonnes combinaisons qu'on peut acheter au Canada en ce moment. Donc c'est peut-être quelque chose à considérer si vous changez tout votre écosystème mobile, disons ça comme ça. Ça, c'était les Buds 4 de OnePlus. De l'autre côté, on va parler des Buds Loop, qui sont à l'autre bout du spectre. Eux, ils misent vraiment sur deux choses complètement différentes. Et malgré tout, ils ont quand même une bonne qualité sonore, mais le style, c'est flagrant parce que il y a une version de ça en noir qui va être plus discrète, plus axée sur l'utilisabilité, pour utiliser un mot qu'on n'utilise pas souvent. Alors que là, ici, on est allé avec le style. Clairement, on vise une clientèle urbain débranché, n'est-ce pas, qui aime beaucoup le clinquant, parce que là, c'est effectivement un bijou. Ça se porte sur l'oreille comme une grosse boucle d'oreille. Il y a des cristaux signés Swarovski. Attendez-vous pas des diamants, là, c'est juste brillant. La couleur de l'appareil est beige. Mais le brand... Il y a des fans, là. Il y a des fans. Ben oui, c'est ça. Aujourd'hui, chez Burks, il y a des gens qui achetaient les collections C'est une marque forte, absolument. Les Swarovski, puis les bijoux Swarovski. Et le composant sonore est exactement est fait par Bose. Donc, il y a vraiment Swarovski à un bout, puis Bose à l'autre pour dire, regardez comment on peut faire quelque chose de qualité avec 3 marques. Le format de ça, c'est une espèce, c'est comme une pince avec 2 boules. Puis la pince, elle tient l'objet en place. Une des petites boules, c'est effectivement le haut-parleur qu'on place devant le canal auditif. Donc, ça reste quand même ouvert. Il n'y a pas d'insonorisation passive, exactement. Et derrière, on loge probablement la batterie, mais aussi la commande tactile, qui est un bouton, qui n'est pas une surface affleurante, qui n'est pas un truc... c'est vraiment un bouton physique. Donc, ça, c'est un gros plus parce qu'on évite de interagir sans le vouloir, disons que l'appareil. Ça tient bien en place. J'ai couru avec. Je trouve qu'ils tiennent très bien en place. Le son est étonnamment fort et bon. J'ai beaucoup aimé la basse. Le truc, c'est que comme on l'enfonce pas dans le canal auditif de l'utilisateur, on peut tricher sur la dimension de l'appareil. Et ce qu'on a fait chez probablement Bose, mais Motorola certainement, c'est qu'on a utilisé un haut-parleur, un transducteur, n'est-ce pas, de 12,4 mm, ce qui, dans ce créneau d'appareil-là, est extrêmement gros. Généralement, on se tient à 10 à 11 mm et ça fait une petite différence sur la qualité sonore, surtout au niveau des graves, parce qu'on peut générer des graves pas mal plus riches. Et la différence entre les OnePlus et les Motorola sur l'écoute de chansons qui ont beaucoup de graves, du vieux rock progressif, par exemple, est assez facile à entendre. Surtout qu'on peut paramétrer les Buds Loop avec l'application mobile aussi, qui permet de justement aller chercher l'espèce de égalisateur qui fait votre affaire le plus. J'ai bien aimé l'expérience. Évidemment, j'irais pour l'option des écouteurs en noir, parce que les petits brillants, les petits cristaux sont pas nécessairement mon style, mais la qualité sonore est pas mauvaise non plus. J'ai pas essayé la fonction main libre, mais pour avoir parlé avec Gemini dedans, je me l'ai avec mon téléphone,
Le son, en tout cas, c'est sûr que si vous ne parlez pas au téléphone, ça fonctionne. Au niveau de la discussion avec quelqu'un à l'autre bout, j'ai l'impression qu'on va quand même entendre le bruit de fond quand même assez fort. Ce ne sont pas des écouteurs conçus exprès pour avoir cette conversation-là au téléphone, mais on dit qu'on a quand même travaillé sur les algorithmes. Donc ça, il va falloir l'essayer à part. En installant l'application sur un téléphone Android de Motorola, tu as les améliorations d'intelligence artificielle pour les conversations téléphoniques. Puis l'autre option que j'ai découvert qui m'a beaucoup fait rire, je les ai beaucoup aimé, là, les Buds Loop de Motorola. Un truc qui est le fun, c'est que tu peux appuyer 2 fois sur le boîtier de tes loops avec les loops dedans et ça sert d'enregistreur numérique. Fait que tu as dans ton téléphone Motorola Perplexity, le bloc-notes Perplexity qui s'ajoute. Ça transcrit ce que tu dis. Alors, dès que tu as un flash, tu as une idée, tu peux appuyer 2 fois sur le boîtier enregistré. Je dis en mettant dans le boîtier, parce que j'ai compris que c'était comme ça que ça fonctionnait. Il faudrait que je l'essaie avec... Est-ce qu'on peut appuyer 2 fois sur les oreilles? Ben oui. Qui permet de démarrer le bloc-notes Perplexity. Mais en ce moment, je me bats un peu avec les différentes intelligences artificielles. Tu as des questions à Gemini, tu as des questions à Perplexity, tu as Copilot, tu as Moto AI, puis là, tu es tout... Ouais, tout le monde est un peu... veut avoir sa propre solution avec son propre nom dessus, mais Perplexity, c'est un des bons systèmes, cela dit, pour la recherche, pour des résumés, de la synthèse de gros contenus. Donc, tu as bien raison, il va falloir l'essayer. Mais cela dit, pour ça, cette application-là, la commande vocale fonctionne bien. Pour la téléphonie, pour l'appel, de la conversation avec un humain, là, à l'autre bout, j'ai pas essayé. Je sais pas si c'est aussi... Faudrait qu'on s'appelle. Faudra l'essayer, effectivement, après ceci. Exactement. Pour ceux-là, 8 heures d'autonomie maximale, là, si vous voulez porter de plein de façons, avec l'étui, et je vais le dire pour les OnePlus aussi, 33 heures avec l'étui sur les écouteurs Motorola. Les OnePlus, c'est 4 fois de la recharge. Donc, si vous avez 11 heures, vous avez 44 heures d'autonomie maximale. C'est quand même pas mal. Les deux sont à l'épreuve de la pluie, de la sueur, de la poussière, si vous les utilisez pour courir, entre autres. Si vous les échappez par terre, normalement, ils devraient résister. Le bug avec les Buds Loop, c'est qu'ils sont 400 $. Oui. C'est pas exactement donné. J'allais dire, c'est pas un cadeau, mais en même temps, à ce prix-là, c'est vraiment, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, c'est pas mal ça qui peut être... et probablement qu'on paye pour le nom Swarovski, on paye pour le nom Bose. Et j'imagine que s'ils font une version Buds Loop Mini sans les brands, ils vont coûter 160 $ ou 200 $ seulement. Donc, il y a peut-être possibilité, si vous n'êtes pas pressé, d'attendre et de voir ce qui est possible de ce côté-là. Mais Motorola font beaucoup de liquidation de leurs produits, souvent. Donc, des bons produits de milieu de gamme qui, quand ils sont en spécial, valent la peine parce qu'ils sont pas chers. Cool. C'est sûr que si vous achetez ça et le Razer pliable à design similaire avec finition en bois, le Ultra, vous avez un super kit, dernier cri, là, bon pour vous durer longtemps. Et si vous l'achetez en spécial, vous payez un prix conséquent qui est quand même pas mal tentant. Si vous voulez économiser un petit peu, il y a les Anker C30i, la marque Soundcore, qui sont aussi ouverts comme les Buds Loop, 70 $, souvent en promotion. Voilà. Les écouteurs pas chers, ça existe, effectivement. Oui, si vous voulez essayer des écouteurs ouverts qui se clipent sur la conque de l'oreille, l'ouverture de l'oreille, le pavillon de l'oreille, je crois que c'est le pavillon. Le pavillon, oui, probablement. On va pouvoir clipper ça et c'est 70 $. Moi, j'aime beaucoup aussi. Puis, ce qui est le fun de ces écouteurs-là, c'est qu'ils se partagent bien. Et ça, c'est nono. On peut prendre un écouteur, le donner à quelqu'un d'autre, puis écouter avec son chum, sa blonde, l'être aimé de la musique. Chacun avec un écouteur dans une oreille versus des écouteurs qu'on doit glisser dans l'oreille qui, là, à ce moment-là, moins hygiénique. Ça lisse plus facilement, oui. On peut mériter le conduit auditif aussi. Pas nécessairement le même taille. Fait que si tu as besoin de petits embouts, de gros embouts, avec ça, tu peux le prêter à quelqu'un qui le clip sur son oreille, tu écoutes un podcast main dans la main. C'est une expérience que je te souhaite, Alain, que je vous souhaite. D'écouter des podcasts en couple. Ou avec un ami, ou avec un enfant, ou peu importe. Avec un proche, avec quelqu'un qui vous tient, quelqu'un qui vous échappe. Qui vous tient la main, clairement. Ben oui, exactement. Voilà. Merci Pascal. Qui vous tient la main sans contrainte, disons ça, rajoutons ça, on est en 2025 pour pas prendre des chances. Bon point. Sans contrainte, Alain, de façon consensuelle et agréable. On remercie nos partenaires. Sur cette note, ben oui, voilà. TELUS,
Plan Hub, Planet Hoster, merci d'être là. Planet Hoster, regardez dans les liens dans notre podcast, vous avez un rabais, si vous voulez un gros rabais sur votre hébergement de site web, si jamais vous voulez, c'est québécois. On parlait de souveraineté des données tantôt, ça peut être une belle option. Cogeco Média pour la mise en onde, qui vont lancer bientôt un service sans fil. Surveillez ça près de chez vous. Sérieusement, si vous êtes déjà abonné de Cogeco pour votre service téléphonique ou d'Internet, vérifiez, ils vont peut-être vous proposer d'avoir un bon forfait. Essayez ça, ça va peut-être vous faire économiser beaucoup. On peut venir sur pascalforgette.com. Je vais mettre des billets sur les produits dont je parle, y compris le fantastique Control Freak. Il faut juste que je prenne une couple de photos de plus. Je suis tellement énervé quand je fais de la cuisson avec ça que j'ai oublié de prendre des photos de ce que je fais de délicieux. Mais je t'assure, les arancini et les frites m'ont... Tu manques des moments Instagram chers et précieux. Moi, si j'étais plus actif sur Instagram, j'avais envie de mettre en scène ma vie pour titiller les gens. Je ferais fortune, Alain, je te jure. Mais je suis égoïste. Je les vis pleinement sans les partager pour me mettre en valeur. Cogeco Média pour la mise en onde, pascalforgette.com et Alain McKenna, on peut te suivre dans la presse, entre autres. J'ai bien hâte de te revoir. On va prendre une petite semaine. Moi, je m'en vais. Ben là, c'est les vacances. On va en profiter un peu. Ben oui, on va faire du bien. On va se recharger les batteries, n'est-ce pas? Tels les appareils hautement sophistiqués que nous sommes. Ça fait toujours du bien. On vous souhaite, et si vous ennuyez-vous pas, premièrement, mais si vous ennuyez, on a des archives, on a 10 saisons. C'est la fin de notre 10e saison en ce moment même. Donc, profitez de l'occasion pour aller revisiter nos archives. On en a qui sont excellentes. On en a une couple où les micros ont fait quelques petits grésillements. Donc, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez tester des écouteurs de haut de gamme si ça vous tente pour voir si ça marche pour vous. Sinon, on vous souhaite un bon milieu d'été parce qu'on va revenir quelque part juste avant la rentrée pour relancer la 11e saison d'une tasse de tech tout le monde. Donc, il n'y aura pas de quiz à la fin ou rien. C'est pas compliqué, mais prenez soin de vous. Passez des belles vacances. On se revoit plus tard, moi je ne sais même pas quand, dans quelques semaines, avec de nouvelles versions d'une tasse de tech. Salut tout le monde! Pour une mise à jour sur l'actualité qui bouge d'heure en heure. Pour tout savoir sur ce qui se passe ici ou ailleurs. Abonnez-vous à la balado Les actualités Cogeco Nouvelles. Écoutez-nous partout en tout temps. Sur votre application balado préférée ou sur l'application Cogeco Média.